Céreste est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est cérestin. Géographie. Protégée au nord par les monts de Vaucluse, et au sud par la chaîne du Luberon, Céreste est à la frontière entre la Basse et la Haute-Provence, sur l'ancienne Via Domitia, à 370 mètres d'altitude. Commune limitrophe de Céreste, Vien, Vaucluse, Sainte-Croix-à-Lauzréanne, Saint-Martin-de-Castillon, Vaucluse, Montjustin, Pépin-d'Aigues, Vaucluse, Vitrolles-en-Luberon, Vaucluse. Géologie. Il y a 50 millions d'années, au début de l'Éocène, les bassins d'Apt et de Céreste étaient recouverts d'un grand lac intérieur. Le climat de type tropical avait développé une faune et une flore très riches, qui se retrouvent en plaques très fines de calcaire schisteux, jusqu'à l'Oligocène. Ces nombreux fossiles correspondent à une flore riveraine, Myrica, Nymphea, Salix, etc., et à des poissons, mollusques et insectes. L'accès facile des sites fossilifères permettait leur pillage quasi organisé. L'action du parc naturel régional du Luberon a permis de le faire diminuer de 95%. La commune fait aujourd'hui partie du périmètre de la réserve naturelle géologique du Luberon, en raison de la proximité à ces sites fossilifères exceptionnels. Hydrographie. Céreste est arrosée par plusieurs cours d'eau, en plus de l'Ancrème, le Calavon, et l'Aiguebelle, dont la source est sulfureuse, traversent la commune. Certains de leurs affluents, comme le ravin de Carluc, coulent également près du village. Environnement. La commune compte 1612 hectares de bois et forêts, soit la moitié de sa superficie. Flore du versant nord du Luberon. Le versant nord, plus humide et moins chaud que celui qui jouxte la Durance, a déjà une allure plus montagnarde. Il est couvert en grande partie par une chênaie pubescente. Mais le chêne pubescent, ou chêne blanc, ou black selon le nom local, a besoin de terrains plus riches que le chêne vert du versant sud, et demande de l'ombre pendant les premières années de sa vie. Ce sont d'autres espèces qui lui préparent le terrain, amélanchier, buis, genêt, genévrier commun, pin sylvestre. Ce dernier fournit une ombre permettant à d'autres végétaux de se développer, chêne blanc, mais aussi érable de Montpellier, érable champêtre, ou encore alisier blanc. Faune du versant nord du Luberon. Sur le piémont du massif, on trouve des insectes, sauterelles, menthes religieuses, cigales, des arthropodes, comme le grand scolopendre, et le grand scorpion jaune, tous deux très venimeux, des reptiles tels que la vipère aspic, venimeuse, mais qui fuit au moindre bruit, la couleuvre à échelon, la couleuvre de Montpellier, le ceps, le lézard ocellé, le plus grand lézard d'Europe, pouvant atteindre 90 cm de long. De nombreux oiseaux sont spécifiques à ce versant, le merle noir, le rouge-gorge, le troglodyte, localement nommé la pétouse, ou loup-petouzeau en provençal, le pinson des arbres, le jet des chênes, la mésange bleue, la mésange à longue queue, la fauvette à tête noire, l'épervier d'Europe, prédateur des précédents. En plus de ces espèces typiques du versant nord, on retrouve nombre d'oiseaux ayant colonisé le versant sud, rapaces diurnes d'une part, comme le circaète Jean Leblanc, le plus grand des rapaces du Luberon, le vautour percnoptère, le faucon et la buse, toutes espèces menacées, ou nocturnes d'autre part, comme le grand-duc, le moyen-duc, le petit-duc, la hulotte. Se rencontrent aussi fréquemment des mammifères comme le sanglier, le blaireau en voie d'extinction, ainsi que le renard roux, l'écureuil, des rongeurs dont le plus petit mammifère du monde, le pachyure étrusque. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Reillanne auquel appartient Céreste est en zone AB, risque faible. Selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Céreste,
est également exposée à 3 autres risques naturels: les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Céreste est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale des 4100, ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses, notamment les matières premières à destination, ou des produits finis, en provenance des usines Arkema de Saint-Auban. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations, glissements de terrain, et coulées de boue, en 1986, 1993, 1994, 2008, et 2019. Toponymie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes, en 1054, Céreste, ceux de Resta en 1143. Bien que son étymologie ne soit pas clairement établie, elle est rapprochée de celle du Céreste, proche de la Ciota, aux origines pré-grecques et pré-celtiques, qui resta, formée d'un terme signifiant nom. Paléontologie. Les fouilles faites à la combe Joubert ont révélé un site paléolithique de première importance. Dans un dépôt alluvial, ont été retrouvés des bifaces, et des produits ilvalois, datés de la fin du Pléistocène moyen, mais qui ont une grande similitude avec l'Acheléen supérieur méditerranéen. Au moins un taxon a été nommé en hommage à la commune, l'insecte Coléoptère Chrysomelas ceresti. Histoire, préhistoire, et antiquité. Des tombes de l'âge du bronze ont été retrouvées dans la grotte de Carluc. Un vécu gallo-romain était établi au quartier Saint-Sauveur. Il peut s'agir de Catuiaca, une des mentions de la voie domitienne. L'époque romaine a laissé un four de potier, un hypogée, et des sarcophages à Saint-Sauveur. Un pont romain enjambait les Guebel. L'autre, dit romain, date en vérité du XVIIIe siècle. En 1758, près de celui de l'Ancrème, a été découverte une borne milliaire. Le quartier Saint-Martin a lui aussi livré des vestiges romains, avec des tombes à incinération, et une pierre gravée. Une villa a été découverte par prospection aérienne, à la Déguine en 1982. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône, et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Le prieuré de Carluc est fondé au XIe siècle. Un autre prieuré, celui de Saint-Sauveur au pont sur le Calavon, appartenait au XIIe et XIIIe siècle, à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. À partir de 1103, le prieuré de Notre-Dame de Beauvoir et de Saint-Michel revient, avec les revenus attachés au prieuré, à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, auquel est rattachée en 1221, l'église Notre-Dame de Brézy. En 1113, Stéphanus Céreste, Étienne de Céreste, fut témoin à Apt et signataire de l'acte d'achat, fait par Logier d'Agoul, évêque d'Apt, des châteaux qui sommaient le rocher de Seignon, et du don qu'il en fait à son église d'Apt. Au début du XIe siècle, entre 1117 et 1122, l'évêque Logier d'Agoul transigea avec Rodolphe, l'abbé de Saint-Victor de Marseille. L'évêque donna à l'abbé les églises et prieurés de Céreste avec leurs dépendances. Il retint pour son église un tiers des droits de sépulture, et une coupe d'huile d'olive. L'abbé remit à l'évêque le quart des dîmes qu'il prélevait déjà sur Céreste, et 3 églises rurales, en pays d'Apt. Le fief de Céreste relevait du comté de Forcalquier, au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran, tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues,
le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont ses restes, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Du château, ayant appartenu aux Sabran, et aux Brancas, subsistent les traces des murailles, parfois doubles, et quelques pans de murs du côté sud. D'autres parties du mur d'enceinte sont entières, avec une bretèche reposant sur 4 corbeaux. Le fait le plus marquant de cette période, fut la bataille de Céreste. Elle opposa les routiers de Bertrand du Guesclin, à l'ost de Provence, commandé par le sénéchal Raymond d'Agoult, qui avait à ses côtés Raymond de Turenne, et son père Guillaume III, Roger de Beaufort, neveu de Clément VI. Au cours de l'année 1368, alors que depuis un an Urbain V était retourné à Rome, Louis Ier d'Anjou décida de s'approprier la Provence. Il fit appel à Bertrand du Guesclin qui passa le Rhône au cours du mois de mai, assiégea Tarascon, batailla devant Arles et remonta ensuite vers Apt. Poursuivi par les troupes du sénéchal de Provence, le Breton se replia à Céreste. Le choc entre les deux armées vit la lourde défaite des Provençaux. Cet exploit valut à du Guesclin d'être excommunié par le pape, le 1er septembre 1368. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Céreste, Louis de Sabran, soutient le duc d'Anjou dès le printemps 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. La communauté de Céreste relevait de la viguerie de Forcalquier. Période moderne. Au XVIe siècle, l'activité du village reprend, avec entre autres, la transhumance à longue distance. Les moutons de Céreste partent dans la vallée supérieure du Var, en Provence orientale. Jusqu'en 1648, il n'y eut pas de cure, donc de desservants, dans le village. Les offices de l'église paroissiale Saint-Michel et du prieuré de Notre-Dame de Beauvoir, étant à la charge des moines de Saint-Victor de Marseille. Le fief, qui avait dépendu des comtes de Forcalquier puis de Provence, passa à la famille de Brancas, qui obtint son érection en marquisat en 1674. La tour d'Ambarbe, d'Ambarbeau, est une ancienne tour défensive du XVIe siècle, transformée en pigeonnier. Au début du XVIIIe siècle, les frères Essieux exploitaient un four à poterie. Révolution française. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Période contemporaine. Au milieu du XIXe siècle, l'élevage principal était celui des porcins. La vigne et les oliveraies colonisaient les collines, le blé couvrait les vallées. Et la commune était réputée pour ses truffes, d'une exceptionnelle grosseur. Le village comportait plusieurs filatures à soie. Une carrière à ciel ouvert permettait d'exploiter le lignite, elle s'étendait sur 166 hectares. Sur le chemin de Rien, dans une grotte, était exploité du pouledingue, utilisé pour faire des pierres meulières. Le vin produit était destiné à l'autoconsommation, et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 35 habitants de Céreste sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Céreste se dote d'une école bien avant les lois Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851,
imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour construire une école neuve. C'est l'actuel groupe scolaire, 6 boulevard Victor Hugo, qui regroupe écoles maternelles et élémentaires. Le poète René Char, et la Résistance. En septembre 1939, René Char est mobilisé à Paris pour une dizaine de jours, puis à Nîmes, comme simple soldat. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le poète fut mobilisé dans le 173e ERA, régiment qui était affecté en Alsace. Au cours de la débâcle, en 1940, il assura à ses hommes une retraite organisée, ce qui lui permit d'occuper le pont de Gien, gardé intact. Celui-ci servit à la population pour se replier. Démobilisé, il fut décoré de la Croix de guerre, et put revenir dans ses foyers à l'Île-sur-la-Sorgue. Sur ordre de Vichy, le préfet de Vaucluse le tint à l'œil. Il chargea son directeur de la Sûreté nationale, d'enquêter sur l'individu. Le rapport que ce dernier fit parvenir à son supérieur hiérarchique, qui constatait que le poète était surréaliste, le catégorisait comme communiste. Immédiatement, le préfet ordonna de perquisitionner chez lui. René Char, averti par un gendarme républicain, qu'il risquait d'être incarcéré, partit se réfugier à Céreste, village de Basse-Provence, qu'il connaissait depuis 1936. Cette arrivée à Céreste, nous est narrée par Georges-Louis Roux. C'est donc vers la mi-août que nous accueillîmes à Céreste, René Char, et sa femme Georgette. De nouveaux amis, les Taupin, venaient d'y acheter une maison et l'avaient mise à notre disposition. Il s'agissait d'une maison à demi ruinée, dont les Taupin venaient de faire réparer les pièces destinées à l'habitation, et peindre les portes et les fenêtres, couleur bleu charrette. Sur place, dès 1941, il prit contact avec un noyau de la Résistance. Il rejoignit l'armée secrète, et choisit le pseudo d'Alexandre. Les excellentes relations qu'il entretenait avec les Cérestins, lui permirent d'organiser sur le terrain, des réseaux de combat. Il structura ceux-ci afin de leur permettre d'accueillir des réfractaires au STO, lors de l'occupation de la zone sud. Ce fut en 1943, qu'il prit la tête du secteur à Durance, qui s'étendait entre Forcalquier, Banon, la montagne de Lure, Apt, et le Luberon. Puis avec le grade de capitaine, il devint chef départemental de la SAP, région 265. Cette section fut opérationnelle dès l'automne 1943. Des équipes sont en place à Forcalquier, Céreste, Banon, puis Moisson, Oraison, Valençol, Gréoux, Seine. La SAP de René Char comprendra une trentaine de terrains, et mobilisera jusqu'à 400 hommes et femmes. Ils étaient chargés par Alexandre, de préparer les terrains d'atterrissage, et d'organiser la réception et le stockage du matériel de guerre. Sur le terrain, ils étaient coordonnés par Pierre Zingerman, un Polonais évadé d'un camp d'internement, dit Léon, et Jean Sicard, dit Serge, les deux adjoints de René Char. Le largage suivait un rituel immuable. Le capitaine Alexandre était informé d'un prochain parachutage, par un message codé de la BBC, à 13h, message de confirmation répété le soir. Le jour prévu, dès que le bruit de l'avion se faisait entendre, plusieurs hommes balisaient le terrain avec des lampes, ou en allumant des feux, en se positionnant dans la ligne du vent. Après un premier passage de l'avion confirmant que les signaux avaient été bien perçus, le largage s'effectuait au second passage, à 200 mètres environ du sol. Les hommes de la SAP avaient alors pour mission, d'évacuer rapidement les conteneurs en les cachant. À titre d'exemple, sur la commune de Saint-Michel l'observatoire, le terrain de parachutage, était proche de la tour de Porchère. C'est son premier étage qui servait de cache. Certains parachutages étaient à haut risque, comme celui qui eut lieu dans la nuit du 27 au 28 décembre 1943. La dispersion des 14 parachutes entre Banon et l'Hospitalet n'était pas prévue, et parut suspecte. Un seul container,
pu être récupéré par un maquisard de l'Hospitalet. Il contenait 71 mitraillettes Stern, 9000 cartouches, 231 grenades, et 200 kg d'explosifs. Le SAP ne tarda pas à être informé que ce sabotage était à mettre au compte des gendarmes locaux, qui avaient déplacé les repères de largage, après les révélations faites par un réfugié lorrain de 64 ans. Sur ordre de René Char, le délateur fut fusillé 3 semaines plus tard, devant l'église Saint-Jean-Baptiste de l'Hospitalet. Impitoyable avec les traîtres, René Char fut adulé par ses hommes. C'est ce que nous apprennent deux jeunes résistants, Marcel Chaumien et Jean Soupiron, qui avaient rejoint l'Algérie pour y suivre un entraînement commando, au club des Pins d'Alger. Ce qui leur permit, en avril 1944, de partir en mission dans le sud-est de la France, région R2, faire des relevés météo en vue du débarquement prochain sur les côtes provençales. Débarqués à Ramatuelle, ils furent d'abord dirigés par la résistance locale vers Cucuron, puis le 6 juin vers le secteur d'Apt, beaucoup plus sûr. Ils y rencontrèrent le colonel Coste, qui les confia à René Char. Jean Soupiron s'est souvenu de son étonnement. Alexandre, l'homme vers qui nous allons, est un poète. Ce qui nous inquiète un peu. Nous avons tort. Nos jugements sont erronés. Cet homme se révèle être un homme supérieur, rigoureux, pragmatique, son secteur est organisé de manière exemplaire, et chacun obéit avec enthousiasme. Marcel Chaumien a confié son admiration pour ce colosse, remarquable meneur d'hommes, et qui savait se mettre au niveau de son interlocuteur, fût-il artiste, intellectuel, ou paysan. Alexandre fut pour nous d'un très précieux concours, il nous procura des armes, des munitions et du matériel, pour nous installer dans une ferme de la commune d'Oyen, Flaquerolles. Roger-Paul Bernard était l'un des hommes de René Char, en contact avec la ferme de Flaquerolles. Originaire de Pertuis, il avait fui l'Estéo, et s'était d'abord caché au Contadour, avec Jean Giono. Âgé de 23 ans, ce jeune poète décida alors de rejoindre Alexandre à Céreste. Charles prit immédiatement en amitié. Son destin bascula le 22 juin 1944, au matin. Parti de Flaquerolles pour porter un message à Céreste, il fut arrêté par les SS, au bas de Vien. Son sort était scellé car il est trouvé en possession d'un revolver, et chaussé de chaussures anglaises. René Char dut prendre une décision dramatique, laisser fusiller son camarade et ami, pour que Céreste ne subisse pas la répression des SS. Il narre dans les feuillets Hypnos, nous étions sur les collines dominant Céreste, des armes à faire craquer les buissons, et au moins égaux en nombre aux SS. Je n'ai pas donné le signal, parce que le village devait être épargné à tout prix. Le jeune résistant fut exécuté d'une balle dans le dos, près de l'ancienne gare de Vien. Marcel Chaumien écrit, il est mort en brave, refusant de parler. Ces faits m'ont été confirmés par les gendarmes, qui écoutèrent dans une pièce voisine du lieu de l'interrogatoire. Il laissait une femme, et un bébé de quelques mois. Après la guerre, René Char fit publier ses poèmes Ma fin noire, déjà, chez Segers, et s'occupa de sa jeune veuve, Lucienne, qui devint modèle de Matisse. Pour illustrer les rapports que René Char entretenait avec les Cérestins, il suffit de rapporter l'amitié qui l'unit aux Ginoux durant ces années. Les Ginoux habitaient une maison voisine de celle des Taupins, à Céreste. René Char, craignant une perquisition, demanda un jour à la mère Ginoux de cacher des codes, et autres documents importants sous ses jupons. Elle devint ainsi la plus vieille résistante de Céreste. Dans sa jeunesse, elle avait été condamnée au bagne, pour avoir tué son amant d'un coup de couteau. On disait aussi qu'elle avait brisé le dos de son fils, pour lui éviter d'être mobilisé en 1914-1918. Celui-ci était châtreur de profession. Georges Louis Roux, son ami de Céreste, complète, la première fois que nous comprîmes que Char serait le centre d'une activité clandestine, ce fut le jour où, en 1941 je crois, Madame Char alla inciter à plus de discrétion un anti-vichiste,
qui avait eu une altercation publique avec un collaborationniste. « Nous aurons besoin de vous plus tard », lui dit-elle. La situation changea totalement pour nous, lorsque, après le débarquement américain en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, la zone sud fut envahie par les troupes nazies. Il se créa dans la région des maquis de l'armée secrète, Char travaillait avec eux. À partir de ce moment, ses activités furent conditionnées par ses obligations de chef de réseau. Il lui fallut mettre sur pied, dans des conditions précaires, toute une infrastructure, rechercher des terrains de parachutage, trouver des caches sûres, créer des équipes de transporteurs, établir des liaisons. Sous son impulsion, Céreste Nocturne se mit à l'œuvre. Cristol l'épicier, aux côtés de Bassanali le bûcheron, Gardiol le braconnier, avec Cabot le gendarme, ou Nervi le camionneur, Manuel, militaire en congé d'armistice, Marcel Sidoine Pont, et d'autres encore. Des gens simples aux réactions directes et saines qui ne pouvaient supporter l'avilissement de leur pays, et qui trouvaient auprès de Char, un responsable qui était aussi un ami, l'occasion d'agir dont ils avaient besoin, pour sublimer leur honte et leur colère. Il était la conscience du village. Ses qualités de meneur d'hommes, jointes à l'efficacité de son action, firent que sa réputation dépassa largement les limites de la R265. Au cours du mois de juillet 1944, René Char fut appelé à l'état-major interallié à Alger. Sur place, il occupe les fonctions d'officier de liaison, auprès du général Cochet, donne des conférences militaires, sur la guerre des maquis aux officiers anglais et américains, et devient directeur de la Villa Scoto, le centre des missions parachutées. Il prépare le débarquement en Méditerranée. Ses fonctions le retinrent en Algérie, et il ne put participer à la libération de la France. Il revint seulement en septembre 1944, et fut incorporé à l'armée, où il resta encore une année. C'est au cours de l'été 1945, qu'il commença à rédiger à nouveau. Ses textes sont inspirés de son journal de guerre, et ses notes du maquis. Ce sont les feuillets d'Hypnos, repris en volumes dans Fureur et Mystère, qui sont calculés pour restituer l'image d'une certaine activité, d'une certaine conception de la résistance et, d'abord, d'un certain individu avec sa multiplicité interne, ses alternances, et aussi sa différence, qu'il est moins disposé que jamais à oublier. L'ensemble demeure une des images les moins convenues, et les plus approfondies, de ce que fut la résistance européenne au nazisme. Isabelle Ville, dans son étude sur René Char, une poétique de la résistance, publiée par les presses de l'Université Paris-Sorbonne, s'interroge sur les raisons qui déterminèrent l'entrée active en résistance de René Char. Pour celui qui considérait qu'il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit, elle se fit pourtant naturellement même, si comme il l'expliquait à son ami Curel, les poètes, n'ont vraiment pas leur place dans l'armée. Ce qui était moins normal, fut le flot d'insanité que certains déversèrent sur le poète après la libération. Il faut se souvenir que c'est la SAP, elle-même, qui décidait de la répartition des armes. Les FTP n'en furent pas les premiers bénéficiaires. Il y eut plus que des frictions entre gaullistes et communistes. Mais il faudra attendre les combats de la libération, pour que ce délicat problème soit résolu réglementairement, entre les FFI. Ce ne fut pas le cas à Céreste, où René Char fut accusé de malversation. Fin 1945, lui et son maquis, furent couverts de calomnies par plusieurs dirigeants communistes locaux, sur les ordres d'un certain Georges Dubois. Ceux-ci répandaient une rumeur accusant Alexandre d'avoir été un agent louche, et de s'être livré au marché noir. Char intervint auprès des instances nationales du PCF, qui déclencha une enquête. Celle-ci, qui allait durer plusieurs mois, aboutira à l'exclusion du parti de ce Georges Dubois, en 1946. Comme entre-temps, une autre campagne de calomnie recommençait, Char fit une réponse cinglante, qui fut imprimée sur affiche, et placardée dans tout le village de Céreste. Il y eut même des vengeances, qui se mangèrent froides. Le square des Marronniers,
Lors de la mandature du premier maire élu après la Libération, un résistant avait été renommé en l'honneur de René Char place Capitaine Alexandre. Dans les années 1960, un autre maire, très hostile aux poètes résistants, décida de tout changer. Pendant la guerre, Char s'occupait aussi de l'intendance et veillait sur la nourriture de ses hommes. Pour cela, de temps en temps, il s'adressait aux paysans de ses restes. Il rencontra un des gros propriétaires, éleveurs de moutons. « Que penseriez-vous, si de temps en temps, l'une de vos bêtes disparaissait ? Mangée par un loup ?» questionna-t-il, pour prendre la température. Le fermier refusa sèchement, en targuant qu'il ne faisait pas de politique. Après la Libération, le bonhomme vint voir Char, pour lui demander une attestation officielle, prouvant qu'il avait fait partie de la résistance pendant la guerre. Le capitaine Alexandre leva les yeux de son bureau. « Mes gars mangent bien maintenant, merci, » dit-il, en le renvoyant d'un geste. Le gros propriétaire rumina sa vengeance, jusqu'à ce qu'il fût élu maire du village et put débaptiser la place Capitaine Alexandre, en place de Verdun. Lieu et monument remarquable. Les remparts ont conservé la porte Renaissance, 15e siècle. Plusieurs maisons du village ont des façades remontant au 16e. Le cours, avec fenêtres à meneaux, et une petite sculpture anthropomorphe sous le larmier, est 17e. Une rue des Réfractaires, 2664, rue Humbert, maison à attique et fenêtres arrondies, cour Aristide Briand, une maison du XVIIe siècle, et plusieurs du XVIIIe siècle. Une maison médiévale, du XIIIe siècle, est classée monument historique. L'ancienne maison de la Prévôté possède 2 cheminées ornées de gypseries. Église et chapelle. L'église paroissiale Saint-Michel est construite au XVIIIe siècle, avec 2 travées du bas côté sud, plus anciennes, fin XVe siècle. Jean-Christophe Labadie date l'église d'avant le XVIIe siècle, et fait remonter les travaux d'agrandissement au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle possède une statue de Saint-Michel terrassant le dragon, 230 cm de haut, en bois polychrome et doré. Saint-Michel est vêtu en centurion romain. Le clocher est surmonté d'un campanile provençal en fer. La chapelle Saint-Georges est située dans une pinède, près du Calavon, 1 km à l'ouest de Céreste. Cette chapelle a été vandalisée en 2014, par des personnes à la recherche d'un trésor. Les études réalisées par les services de la DRAC la font remonter à une époque plus ancienne. La chapelle Notre-Dame de Pitié est construite au XVe siècle. Une chapelle romane se trouve dans le centre. À 3 km du village, se trouve le prieuré de Carluc, dont la chapelle est en partie classée monument historique, en partie inscrite. Ce prieuré dépendait de l'abbaye de Montmajour. Autour du prieuré, se trouve une nécropole médiévale, en partie rupestre et souterraine, une galerie la reliant à la chapelle. Pont. Le pont romain, à l'est du village, permettait à la voie domitienne de franchir l'Aiguebelle, affluent de l'Ancrème, lui-même affluent du Calavon. Il est arasé à la fin 19e, lors des travaux sur la RN 100. Il était large de 6,50 m, et long de 36 mètres, avec 2 arches de 6 mètres. Il possède 2 particularités, la semelle de fondation en grand appareil, une des rares semelles filantes romaines subsistantes, 148 mètres carrés. En outre, c'est un des rares ponts anciens à 2 arches, et même à un nombre pair d'arches. Construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il n'en reste que la pile centrale, et les rampes d'accès à murs parmentés. Le pont de la Bahoue sur l'Ancrème, dit romain, construit sur la route de Carluc et Reillanne, sont établis et mesurent 19 mètres de long par 3,95 mètres de large, soutenu par une arche surbaissée de 10,50 mètres de portée, et de 4,50 mètres de hauteur sous clé. La chaussée a 3,15 mètres de large. En fait de pont romain, il est construit en 1740, d'après les archives, mais classé monument historique, comme pont romain en 1862. Il est établi sur le gué antique de l'Ancrème.
À proximité devait se trouver le prieuré de Saint-Vincent-du-Pont. Le pont du Calavon, long de 60 mètres et large de 5,10 mètres à l'origine, 18e siècle, il repose sur 3 arches surbaissées égales, de 12,45 mètres de portée. Il est doté d'avant et d'arrière-bec triangulaires, à chaperon prismatique. Les corbeaux saillants qui ont été réservés lors de la taille des pierres pour servir de support au cintre subsistent. Le tablier du pont a été élargi au XXe en surplomb. Personnalité liée à la commune. Charles Barbeira, 1629-1699, né à Céreste, médecin du cardinal de Bouillon. Joseph Solier, 1764-1838, orateur de renom, vicaire général du diocèse d'Avignon. René Char, 1907-1988, poète et résistant, qui y établit son QG de résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale. Henri-Claude Panel à Trémolières, né en 1783 à Céreste, historien des religions. Le poète du Félibrige Jean-Baptiste Agrat, de son nom occitan, né en 1831 à Curban et curé de Céreste, Chotard, Elie, Antonin, Marcel, personne morte en déportation. Mes sources, Wikipédia.